et une idéologie qui affirme le droit à l'existence d'un État juif en Palestine. Ils sont à la base de la conspiration que Kennedy et plusieurs autres ont dénoncée, et la déclaration de Balfour est peut-être le document le plus extraordinaire produit par un gouvernement dans l'histoire du monde. Il a pris la forme d'une lettre du gouvernement britannique, le plus grand empire du monde alors, à un financier international de la Banque de Rothschild le 2 novembre 1917. Le ministre britannique des Affaires étrangères, le comte Arthur James Balfour, envoie au Lord Rothschild, un leader du mouvement sioniste, une lettre dans laquelle il lui octroie ce qui ne lui appartient pas. Une nation, les Britanniques, a solennellement promis à une deuxième nation, les Juifs sionistes, le pays d'un tiers, la Palestine. En plus, la Palestine faisait toujours partie d'un quatrième, à savoir la Turquie de l'Empire ottoman. Voici la lettre. Mais la question c'est, pourquoi cette lettre a été écrite? L'Allemagne et l'Empire ottoman étaient puissants, donc il y a eu conspiration. La Première Guerre mondiale a commencé. 1914. En gros, les Allemands et leurs alliés étaient en train de gagner, solides en plus. Le Royaume-Uni, la France et la Russie ne pouvaient y croire. Le plus grand empire, l'Empire britannique, ne pouvait supporter le fait de perdre. Donc, lorsque les sionistes leur ont promis une victoire si en échange on leur donnait la Palestine, ils n'ont pu résister. 1915-1916, les sionistes de Londres, par l'entremise des sionistes américains, ont fait des pressions sur le président Woodrow Wilson. Les Américains ont fait des pressions sur le président Woodrow Wilson. 1917, c'est l'entrée en guerre des États-Unis, isolationniste jusqu'alors, et plus favorable à l'Allemagne qu'à l'Angleterre de qui ils s'étaient séparés. La victoire des États-Unis avec les Alliés fut rapide et écrasante. Après la guerre au traité de Versailles en 1919, curieusement non ratifié par les États-Unis, une délégation de 117 sionistes avec à sa tête Bernard Baruch ont produit pour la première fois devant les Allemands la déclaration de Balfour qui revendiquait la Palestine. Les Allemands se sont dit « Ah, c'est ça la game ». Là on comprend pourquoi les États-Unis sont intervenus. Ils ont compris à quel point ils avaient été trahis. Pourtant, les Juifs n'ont jamais été mieux traités qu'en Allemagne, réfugiés après leur première révolution communiste manquée en Russie en 1905, qui allait plus tard mener à l'assassinat du tsar et à la montée du communisme et de la fondation de l'URSS. Mais le traité de Versailles oblige l'Allemagne à endosser toute la responsabilité du conflit. Ça divise l'Allemagne et leurs alliés. Les cartes changent drastiquement. On comprend mieux pourquoi ces pays sont toujours en guerre. L'Allemagne est désarmée et privée en plus de tous ses brevets. Mais le traité de Versailles, c'est aussi la création de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, qui a pour mandat de protéger la paix des sionistes en Palestine. L'administration de la Palestine est confiée au Royaume-Uni par la Ligue des Nations, conformément à la déclaration de Balfour. Mais le traité de Versailles, c'est aussi la cause de la Deuxième Guerre mondiale et de la montée du racisme. 1919 à 1933, la grogne montait contre les Juifs en Allemagne. C'est compréhensible après la trahison. C'est comme ça que la discrimination a commencé. Comprenez-vous pourquoi Hitler est en furie contre les Juifs? Et sa furie n'avait rien à voir avec la race ou la religion, mais bien avec la politique et l'économie. Surtout après la défaite écrasante de l'Allemagne
pour la Palestine. Janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Février 1933, même pas un mois après, un attentat terroriste sur le Reichstag. 5 Juifs sont accusés. 1933, c'est aussi le mouvement Amsterdam Pleiel. C'est une conférence mondiale de Juifs, un mouvement pacifiste contre le fascisme. Les Juifs ont dit à l'Allemagne, mettez Hitler dehors et vous repositionnez les Juifs, qu'ils soient communistes ou non, au poste qu'ils avaient auparavant. Ceci est un ultimatum. L'Allemagne a refusé. La conférence est aussitôt dissoute. Samuel Untermaier, chef de la délégation américaine et président de la conférence, à son retour aux États-Unis, fait une annonce à la nation sur les ondes de la radio de la WABC, déclarant une guerre sainte par les Juifs contre l'Allemagne. Nous sommes maintenant engagés dans un conflit sacré contre les Allemands et nous demandons un boycott mondial contre l'Allemagne. Ils sont dépendants de leurs exportations, cela devrait les détruire. En 1933, Untermaier fait la mention que 600 000 âmes juives vivent en Allemagne. En plus, entre 1933 et 1939, des milliers de Juifs ont fui en Palestine. Donc l'Holocauste est mathématiquement discutable. Elle fut créée pour former un complexe de culpabilité mondiale. On ne peut nier les atrocités, mais le chiffre de 6 millions de Juifs est comme tout le reste, une zone grise. 1939 à 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Au mois de juin 1945, c'est la création de l'ONU. Même pas un mois après, c'est Trinity, le premier essai d'une bombe nucléaire. « 1947, création de la défense nationale américaine. La même année, le gouvernement britannique ne parvient plus à son mandat de défendre Israël. En février, il remet son mandat aux Nations Unies. Le 15 mai 1948, c'est la proclamation de l'État juif d'Israël. 1951, c'est la construction du siège des Nations Unies aux États-Unis à New York grâce à une donation de John D. Rockefeller. 1956, création des casques bleus, supposément pour la paix, sont apparus quand l'URSS s'opposait à la France, l'Angleterre et Israël, qui s'opposaient à la nationalisation du canal de Suez. Une belle machination de l'ONU pour prendre le contrôle. L'ONU, c'est le nouvel ordre mondial, fait dans le mensonge créé dans la mort, dénoncé mondialement par plusieurs et réfuté par la majorité. Voici leurs étapes pour atteindre leur but. La liste des 6 buts des Illuminati, des francs-maçons, des reptiliens, des juifs sionistes, des banquiers internationaux, appelés-les comme vous voulez. De 1. Abolir la monarchie et toutes les structures gouvernementales. 2. Abolir la propriété privée. 3. Abolir tout système d'héritage. 4. Abolir le patriotisme. 5. Abolir la famille, le mariage, la moralité. Les enfants doivent être élevés par l'État. 6. Abolir la religion. Comment s'y prendre pour modifier toutes les caractéristiques de toutes ces nations? Comment les faire passer par un glissement absolument imperceptible de la liberté à l'esclavage? Cette stratégie devrait être fournie en 1823 par un professeur de philosophie allemand du nom de Hegel. Selon Hegel, les gouvernements des sociétés fonctionnaient de la manière suivante. L'existence d'un certain type de gouvernement ou de société qu'on pouvait appeler thèse suscite l'apparition du type de gouvernement opposé, soit l'antithèse. La thèse et l'antithèse entrent inévitablement en conflit l'une avec l'autre, car ce sont deux systèmes complètement opposés. Cette lutte se prolonge suffisamment sans qu'un côté parvienne à détruire l'autre. On finit donc par aboutir à un système hybride comportant certains aspects de la thèse et certains aspects de l'antithèse. Hegel a appelé ce nouveau système la synthèse. Et cela s'applique à répétition jusqu'à l'obtention du but ultime. La thèse, c'est-à-dire le système dominant, autrefois était l'autocratie, dirigée par une seule personne, avec un système impérialiste et des religions mythiques. L'antithèse vit donc le jour avec l'indépendance des États-Unis, la démocratie libérale avec un système capitaliste et une religion christianiste. La synthèse, la sociocratie, est donc apparue en 1848, avec l'apparition du manifeste communiste de Karl Marx. Du point de vue économique, le communisme accordait à l'État seul le droit de propriété et le droit de planifier l'économie. Du point de vue religieux, il était athée. Du point de vue politique, il s'agissait d'une dictature.
pour plusieurs raisons. 1. La concurrence dans le domaine économique doit être complètement supprimée. Par exemple, au lieu d'avoir une douzaine de fabricants d'automobiles dans le monde, il ne doit y en avoir qu'un seul. 2. Le gouvernement planétaire ne doit jamais permettre à un dirigeant politique local de saisir les avoirs d'une multinationale. 3. Un gouvernement mondial doit garantir la paix, sans laquelle les affaires ne peuvent prospérer, mais ce sera aux dépens des libertés individuelles. Aucun dirigeant du nouvel ordre mondial ne se soucie le moins du monde des libertés individuelles. La paix mondiale doit engraisser les profits. Si vous croyez toujours en un pays et ses frontières, en la politique et leurs dirigeants, en l'économie et les économistes, aux médias et leurs journalistes, aux lois et leurs juristes, aux écoles et leurs professeurs, en la paix et la liberté, dites-moi pourquoi le système actuel est ce qu'il est. Nous avons été entraînés dans des